Cette vidéo a pour but d'évoquer les apports des sources dans l'interprétation de la sonate de Clarke d'un point de vue du tempo. Nous savons par les gens qui l'ont côtoyé à l'époque que Clarke souhaitait mettre un minimum d'informations sur sa partition. Il ne souhaitait pas mettre de doigté ni de coup d'archet. Et quand nous avons consulté le manuscrit, surprise, nous avons vu des tempos métronomiques. Tempos métronomiques que nous ne retrouvons pas dans l'édition Chester. Et nous vous proposons maintenant d'entendre des extraits de cette sonate avec les tempi. Prenons le début par exemple. Début impetuoso. Et si on va voir dans le manuscrit, on lit impetuoso ma non troppo allegro. C'est-à-dire finalement pas trop vite. Et elle donne une indication métronomique 116. C'est au chiffre 1 que les choses deviennent plus claires et plus précises. Là, elle indique un tempo à 126 à la noire, ce qui est quand même assez rapide. Le deuxième thème est beaucoup plus lent, avec une noire à 88. Dans cette forme sonate, donc, le deuxième thème est plus lent que le premier thème. Dans la réexposition, au chiffre 12, le deuxième thème est transformé. S'il est indiqué à 88 comme dans l'exposition, un animando vient transformer ce tempo au fur et à mesure. À noter que l'animando n'est noté que dans la partition de piano, mais pas dans la partition de l'altiste. Donc vous imaginez les répétitions où il y en a un qui a un animando et pas l'autre. La mention appassionato est soulignée dans le manuscrit de 2 traits bien appuyés. C'est finalement seulement au chiffre 14 qu'on retrouve le tempo calme. Donc un calmato est écrit à l'encre et rajouté au crayon de papier par la suite. À noter que le ralenti qui est écrit 2 mesures avant le chiffre 14 était initialement pensé seulement la mesure avant 14. C'est-à-dire qu'elle a rallongé ce ritardando. Le tempo du deuxième mouvement nous indique que c'est vraiment un mouvement de scherzo. Le tempo est de 116 à la noire pointée. C'est un tempo assez rapide qui demande beaucoup de virtuosité. Toby Apple nous a dit que Clarke lui aurait dit qu'elle ne jouait pas aussi vite que lui, mais je sais que lui jouait déjà très très vite. Donc en tout cas, le caractère scherzando, scherzo de ce deuxième mouvement est important. Pour le deuxième thème de ce deuxième mouvement, il y a une indication au chiffre 20, più mosso. Mais il y a souvent une confusion à cet endroit-là, parce que più mosso par rapport à quoi? C'est-à-dire qu'on vient de jouer le début du deuxième thème, donc est-ce que ce più mosso nous ramène au tempo du début du deuxième mouvement? C'est ce qu'on pourrait penser, mais dans ce cas-là, que penser de l'indication à tempo du chiffre 21? Mais en fait, dans le manuscrit, on a la réponse à ces questions puisqu'elle indique au chiffre 20 le tempo de 152. Donc c'est un più mosso bien plus rapide que le tempo initial. Et comme ça, au chiffre 21, on va revenir au tempo initial. Donc ceci pour échapper à la controverse qui agite les instrumentistes sur ce più mosso.
Dans le troisième mouvement, indiqué adagio, noir égale 48, c'est-à-dire très très lent, l'étude du manuscrit nous offre des petits indices sur la composition initiale de la pièce. C'est vraiment le cœur de l'étude d'esquisse, c'est-à-dire étudier le chemin de création et les différentes étapes qui ont jalonné l'écriture de la pièce. À la double barre entre les chiffres 25 et 26, dans le manuscrit, on trouve une indication qui a disparu dans l'édition Chester. Elle a écrit Pochettino più mosso, un petit peu plus vite, et le meno mosso devrait intervenir au chiffre 27. Donc il y a un changement de tempo qui apparaît là, qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans l'édition Chester. Et de manière générale, les indications de tempo vont et viennent. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'elle enlève cette indication? Donc, première hypothèse, encore une fois, pour ne pas contraindre l'interprète, qui naturellement allait opérer ces fluctuations. C'est-à-dire que si le motif avait nécessité d'avancer un peu, ben, l'interprète se serait laissé le droit d'avancer. Deuxième hypothèse, elle trouve que ce n'est pas une bonne idée, ça ne marche pas. Avec les différents concerts qu'elle a pu donner, elle s'est rendue compte que ça ne fonctionnait pas. Elle abandonne l'idée de ce più mosso. Troisième hypothèse, le rubato doit rester souple. C'est-à-dire que des changements de tempo, un rubato, finalement, ça va dépendre de ce qu'on a fait avant, de ce qu'on va faire après. Ça va dépendre des interprètes. Et à nouveau, elle aurait pu laisser la marge de manœuvre pour les interprètes pour choisir peut-être même encore sur le moment quel tempo ils voudraient choisir. Voilà. Et la quatrième hypothèse pourrait être aussi que souvent les interprètes forcent le trait. Quand le compositeur écrit Pochettino più mosso, qui est un changement infime, alors l'interprète s'empresserait de faire un grand changement de tempo, ce qui défigurerait la pièce. Donc peut-être que Clark, pour ses subtilités, n'a pas voulu mettre d'indication en faisant confiance à l'interprète. Elle-même était aussi une interprète finalement. Nous voyons donc dans cette séquence sur le tempo que Clark est très précise dans ses tempi et dans ses changements de tempi. Elle sait exactement ce qu'elle veut écrire et ce qu'elle veut entendre. Mais en même temps, nous comprenons à quel point le tempo est une chose importante, élastique et vivante.